Bienvenue dans le podcast captivant « Ceci n'est pas du coaching ». Ici votre animateur François Deschamps. On explore ensemble la liaison fascinante entre la science cognitive et le développement professionnel dans le monde des affaires. Avec une approche unique et éclairée, ce podcast vous amène dans un voyage passionnant à la découverte de votre voie unique en affaires. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau podcast, nouvelle édition du podcast « Ceci n'est pas du coaching ». Donc, comme vous le savez, j'ai le plaisir de recevoir des invités qui sont des personnes qui ont un parcours très différent les uns des autres, mais un point en commun, de l'intérêt pour l'entrepreneuriat et pour vous transmettre et partager des connaissances, partager des compétences, partager des astuces aussi, donc qui vont vous permettre d'évoluer dans ce grand monde de l'entrepreneuriat et de vous permettre d'avoir des gains significatifs là où vous voulez percer, par exemple, de nouveaux marchés, où vous renouvelez, reformulez votre modèle d'affaires. Donc, c'est important d'avoir ces sources d'inspiration-là. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Martin Duchesne de Montréal. Martin est quelqu'un que je connais depuis déjà un bon petit bout de temps. C'est un incontournable dans l'écosystème de l'entrepreneuriat québécois. Martin est directeur de Défi Montréal, Défi Croissance Biz. Martin a accompagné dans ses 25 dernières années de carrière plus de 1500 entreprises dans l'innovation, offrant aux entrepreneurs un environnement qui est unique en termes de soutien et de réseautage à l'intérieur d'un mode de croissance qui est durable. Également, Martin, fondateur de Capital Innovation, cofondateur d'Ange Québec, ancien PDG de Techno Montréal, aujourd'hui Numana. Il est reconnu comme un expert dans la gestion du financement, du développement des startups à forte croissance et il possède un réseau international avec une vision stratégique qui est vraiment formidable. Donc, avec lui, on va parler, entre autres, d'entrepreneuriat comme de raison, d'innovation. On va parler d'investissement, de leadership et des défis actuels que nous vivons, en particulier ici au Québec, dans notre monde d'entrepreneuriat. Donc, un épisode qui va être riche en apprentissage, en discussion, et vous allez avoir le plaisir de découvrir mon invité, Martin Duchesne. Martin, bonjour. Bonjour, c'est un grand plaisir. Le plaisir est vraiment très partagé. Et aujourd'hui, parce que je me suis amusé de faire des recherches sur ce que tu dis, il y a des citations, il y a des mots qui te collent à la peau. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a fait une entrevue avant de se rencontrer pour le podcast aujourd'hui. Puis tu me disais que finalement, tout le monde est une start-up. Donc, j'en ai fait le thème pour aujourd'hui. Tout le monde est une start-up. Et une autre citation qui est de ton cru, je crois aussi, c'est comment David peut battre Goliath dans l'entrepreneuriat moderne. Donc, deux belles citations, deux belles sources d'inspiration pour aujourd'hui. Oui, c'est des citations qui vont bien ensemble parce que le principe d'une start-up, c'est le petit qui fait beaucoup mieux que les grands. C'est pour ça que dans la vague d'innovation qu'on a depuis 15 ans, il y a une explosion du nombre de start-up. Puis ils font partie maintenant du cycle normal de l'économie. On a besoin des start-up, on a besoin des entrepreneurs. C'est des grands défis, des grandes opportunités. Mais depuis 5 ans, dans l'après-COVID, oui, les gens ne le savent pas, ils ne le réalisent pas, mais ils sont un peu tous devenus des startups. Ils vivent ce que vivent des startups. Oui. Les défis de gestion, de commercialisation. On est rendu dans un monde numérique. C'est l'économie numérique. On l'a vu maintenant, faire de la vidéoconférence. C'était encore marginal avant 2020, mais aujourd'hui... c'est normal, là, on le vit, on l'a vécu, peut-être pour le meilleur ou pour le pire. Mais l'environnement de travail puis les défis que les gens sont confrontés, même dans les petits commerces, je pense qu'on peut voir aujourd'hui des commerces normaux, traditionnels, ça n'existe plus. Un restaurant, un coiffeur, même des travailleurs autonomes professionnels vivent ce que vivent des entrepreneurs de start-up depuis 20 ans. Et dans le fond, nous on le voit, là, les outils et les défis de gestion ou les opportunités aussi qu'on a dans le monde des startups sont ouvertes à tous. Mais
ça me fait plaisir d'en parler. Moi, c'est une passion, l'innovation et l'entrepreneuriat. J'aime ça. C'est pas tout le monde qui rentre dans ce monde-là avec autant d'enthousiasme. Les entrepreneurs, on aime changer le monde, puis on aime voir des nouvelles opportunités. Et pour ceux, des fois, plusieurs qui vivent ça peut-être plus difficilement, la gestion de changement, ça vaut la peine de partager, d'expliquer, de comprendre quels sont les outils. C'est un peu mon métier d'aider les entrepreneurs. Comme tu l'as dit, je suis tombé dans marmite très, très tôt. J'ai commencé ma carrière par la fin en commençant en capital de risque en 99. Je venais de faire ma maîtrise, puis j'avais travaillé dans une start-up aussi à ce moment-là, ce qui m'a permis de connaître très tôt ces défis-là puis ces opportunités. Donc, d'aider, oui, je suis un coach d'entrepreneurs en série, mais à travers les travaux que j'ai faits dans les années 2000-2020, en fait, depuis 25 ans, j'ai le privilège d'être un peu le dépositaire d'un immense savoir d'entrepreneur. J'ai vu le film bien des fois que les entrepreneurs vivent ces défis-là, puis on le voit, le taux de succès est assez faible malgré tout. Là. C'est 1 sur 20 dans les entreprises innovantes qui vont vraiment réussir à atteindre la viabilité. Donc, de pouvoir partager cette expérience-là, surtout dans la réalité québécoise, en connaissant notre écosystème qui est propre, nos forces, nos faiblesses. Oui, c'est un privilège de le partager et je suis très heureux de le faire encore aujourd'hui. Bien, très bien. Puis écoute, il y a plusieurs éléments dans ce que tu viens de mentionner. Là. 1 sur 20, là, c'est vraiment pas beaucoup en termes de taux de réussite. Ça veut dire qu'il y a des questions, puis on va en explorer plusieurs aujourd'hui ensemble, là, mais il y a des questions fondamentales, je crois, à se poser, surtout quand on se lance en entrepreneuriat, pour aller chercher les clés de succès et éviter les pièges qui peuvent se présenter. Un autre point que tu as soulevé aussi, que je trouve très pertinent, c'est que pour moi, la COVID, c'est un accélérateur de changement. Donc, il y a eu la maladie qui a été gérée de différentes façons là, partout dans le monde, mais c'est un accélérateur de changement. Et je ne sais pas si tu es comme moi, mais souvent, les gens qui sont en innovation, en création, donc quand ils provoquent eux-mêmes le changement, ils sont relativement à l'aise. Mais quand ils subissent le changement puis qu'ils ne sont pas prêts, c'est là où la zone de confort devient très, très élevée puis très inconfortable. Oui, c'est pas juste pour les entrepreneurs, c'est pour tout le monde. Parce qu'on a vécu trop de changements forcés depuis 5 ans. Les innovations et les solutions pour nous aider à relever les défis, les gens sont beaucoup plus réticents, prudents à innover alors qu'ils en ont besoin. Donc, on a un défi où est-ce que je dis oui, tout le monde est devenu une start-up, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Il y a beaucoup qui aimeraient beaucoup revenir à l'ancien monde ou à l'ancienne façon. Et c'est un défi, alors que beaucoup d'innovateurs, d'entrepreneurs dont on a besoin, qui ont un rôle très important pour nous permettre de relever ces défis-là, ben oui, quand c'est pas eux qui provoquent le changement, c'est plus difficile. N'empêche que les entrepreneurs, on surfe sur le changement. D'habitude, on aime ça, on prend la vague. Puis c'est un moteur qui permet de favoriser l'adoption de nos produits, de nos innovations. Mais le client, la société qui a besoin de nos innovations, elle est plus prudente. Elle a subi, on subit encore beaucoup ce qu'on a vécu depuis 5 ans. C'est une tempête parfaite. Je pourrais en reparler peut-être tout à l'heure, là, mais toute cette conjoncture-là, on se fait brasser. On se fait brasser. C'est normal que des fois, on aimerait ça. C'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on veut foncer en avant quand le changement est aussi radical, aussi fort. Avant de plonger dans le vif du sujet, tu mentionnais tantôt que tu es un passionné, puis ça paraît, là, on t'écoute, là, puis on voit la passion émerger de toi. Là. Mais écoute, plus de 1500 entrepreneurs accompagnés à l'intérieur de Défi Montréal, Défi Croissance, puis Capital Innovation. Là. Peux-tu me parler puis nous partager là, cette motivation-là, là, elle vient d'où chez toi? Ça a pris racine comment? Oui, en fait, depuis 17 ans, c'est à peu près 1000 entrepreneurs. Il y en a 500 autres qui viennent de mon travail des années 2000. C'est sûr, quand tu travailles comme investisseur ou quand j'ai développé Ange Québec avec mes collègues, on est très populaire. On voit beaucoup d'entrepreneurs. Mais oui, c'est une passion de voir l'entrepreneuriat, le changement. J'ai une passion pour tout ce qui est l'impact sur le côté humain, social et technologique.
de tous les volets d'innovation. Très tôt, j'ai eu le privilège, l'informatique, mon père, les premiers ordinateurs qui sont rentrés chez eux, on les assemblait avec un fer à souder, c'était plus le fun. Fait que c'était vraiment je me rappelle du premier ordinateur qui avait 1 K de mémoire, là. Fait que ça monte mon âge un petit peu. Mais de vivre cette révolution-là, ça a été fantastique. De voir les premières pages web que j'ai vues à Polytechnique, c'était en mode texte. Il n'y avait même pas de souris. Donc, j'ai vu Mosaic, le tout premier navigateur là, sur un Silicon Graphics, là, sur les ordinateurs qu'il y avait dans la recherche universitaire à l'époque. Donc, d'avoir vécu ça, c'était une passion, c'était une piqûre de voir, comme j'avais déjà vu un peu la révolution informatique, mais de voir la suite qui est arrivée avec l'Internet, ça a été vraiment passionnant de voir les gens qui sont des acteurs de changement. Fait que pendant 5 ans, de 95 à 2000, mais je lisais tout ce qui se faisait sur la Silicon Valley, les premiers sites web, l'Internet. J'ai même des gens des gens de banque d'investissement de Londres qui étaient venus me voir pour me demander, ça a l'air que l'Internet va changer le monde, ils disent d'investir, mais on connaît rien là-dedans. Fait que ça a été mon premier travail d'analyste en 95, de dire c'est quoi l'Internet. Je vais toujours me rappeler, parce qu'il y avait des trucs, c'était quand même les premiers temps. Puis le dernier chapitre, c'était... il y a un truc nouveau là, qui vient d'apparaître, là. C'est gadget un petit peu, mais ça a l'air prometteur. Ça s'appelle le World Wide Web. Aujourd'hui, le web, la partie graphique d'Internet, c'est tout ce qu'on connaît. Mais à l'époque, c'était une partie, je me rappelle même les premiers .com, quand ils sont arrivés, c'était mal vu. L'Internet, c'était collaboratif, c'était l'entraide, c'était tout gratuit pour tout le monde. Fait que quand les capitalistes sont arrivés, ça a été... Bon, à la fin des années 90, là, il y a eu la bulle des .com, puis bon, je veux dire, le dentifrice était sorti du tube. Fait que, je veux dire, depuis ce temps-là, c'est devenu un moteur économique important. Mais cette passion-là, oui, m'a intéressé. Et l'autre chose, je dirais, le monde a besoin des entrepreneurs. Les entrepreneurs jouent un rôle clé dans les plus grandes crises, dans les plus grands défis, au moment où il y a des changements radicaux, des défis de société. À un moment donné, on ne peut pas continuer à faire pareil. Le statu quo ne peut pas rester comme ça. Fait que souvent, je dis, si tout le monde était entrepreneur, ça serait le chaos. Il n'y a pas un dosage dans la société entre la stabilité puis récolter ce qu'on a semé, mais aussi des fois des vecteurs de changement et d'innovation. Et là, depuis 15 ans, c'est une tempête parfaite. Le monde vit des changements très rapides. On a besoin des entrepreneurs. Ce sont eux qui aiment les défis, qui aiment relever les défis et qui voient les opportunités. Donc, et les moyens qui sont disponibles d'innovation technologique nous permettent de faire beaucoup mieux, différemment, avec moins de moyens, moins de ressources. Et quand on parle des problèmes de productivité, des problèmes d'éducation, de santé qu'on a dans les grandes organisations, dans le gouvernement, ben, on voit à quel point cette innovation-là est nécessaire. Mais comment on la déploie, comment on l'adopte? Là, on a un défi de société où on a besoin des entrepreneurs, mais est-ce qu'on est prêt à travailler avec eux? Est-ce qu'on est prêt à les reconnaître? Tu sais, on vit une relation pas facile, là. Les entrepreneurs, on le sait, on dérange. On dérange, là, tu sais. On dérange, puis ça nous sort de notre zone de confort. Il faut revoir et apprendre comment on fonctionne, comment on travaille et tout. Également, le succès peut être mal vu de la part de certaines personnes. Donc, tu as des entrepreneurs qui sont à succès, puis le succès, tu sais, il est questionné, là. Oui, la définition du succès, je pense qu'il y a un point là-dessus. Je pense que les gens, le succès, c'est peut-être difficile, mais on s'habitue. Je pense qu'on peut s'y faire. Mais qu'est-ce que c'est être entrepreneur? Ben, on dit souvent, il faut faire des essais-erreurs. On apprend plus des erreurs que des succès. Pour arriver à réussir, il faut savoir essayer, il faut aimer apprendre, il faut être agile. C'est tous des trucs très, très beaux quand on en parle, mais quand on l'a vécu, c'est plus difficile. Fait que c'est pour ça que de voir c'est quoi la définition du succès, des fois on a appris, on a fait un pas en avant, on n'a pas réussi, on peut pas réussir sur tout. Les attentes
souvent, pour l'innovation, pour les entrepreneurs, sont très élevés. Puis même les entrepreneurs eux-mêmes se mettent beaucoup de pression. On veut trouver la solution parfaite. On a une vision. On sait qu'elle est possible, qu'elle est réalisable. Mais souvent, on s'attend à la réaliser dans quelques mois, dans 1 an, 2 ans, alors que souvent, c'est un défi de 5 à 10 ans. Fait qu'il faut se laisser de la place pour grandir, pour innover. C'est quelque chose d'essentiel. Fait que des fois, des petites victoires qui ont beaucoup de valeur, il faut savoir les reconnaître. Alors, si on met la barre trop haute, si on se met trop de pression, ça arrive, ou alors si on attend des entrepreneurs qui aient une solution parfaite, puis on voudrait traverser la tempête sans qu'il y ait aucun ajustement, puis que ça brasse pas, puis que ça soit un beau fleuve tranquille, c'est un petit peu de la pensée magique, là. La pensée magique, je vous dirais, c'est peut-être le plus gros défi qu'on a comme entrepreneur et comme société, de chercher la solution idéale, parfaite du premier coup. On le sait, là, ceux qui ont de l'expérience, c'est la version 3 d'habitude qui commence à être potable, puis commence à avoir de l'allure, la version 4. Fait il faut avoir la patience, la tolérance de bâtir, puis de se rendre jusqu'où l'innovation va porter ses fruits. Puis le chemin du succès, il n'est pas si facile que ça. Mais tu as raison, définir puis comprendre le chemin vers le succès, c'est super important. Oui, puis je reprends parce que là, tu parles des entrepreneurs, puis je reprends une de tes expressions, là, c'est les entrepreneurs jouent un rôle essentiel dans la société. Ils jouent un rôle au niveau économique, ils jouent un rôle au niveau social, puis au niveau écologique aussi. Tu peux-tu m'en dire un peu plus, puis nous en partager un peu plus là-dessus? Bien, il y a des défis à tous les niveaux. C'est à peu près particulier ce qu'on vit depuis 10-15 ans où je parle de tempête parfaite, c'est-à-dire que les défis sont sur tous les fronts en même temps. On vit une crise financière. De l'après 2008, c'est jamais vraiment résorbé puis a handicapé nos capacités d'innovation. En même temps, cette crise-là a fait que les startups sont devenues beaucoup plus importantes puis ont rejoint un rôle moteur. Donc, ils ont pris leur place. Aujourd'hui, on parle d'une start-up, c'est pas quelque chose de bizarre comme il y a 15 ans. C'est normal. Ça fait partie de l'écosystème. Les grandes sociétés, pour innover, ont besoin des start-up et qui prennent des risques, qui vont valider des solutions, puis qui, dans le fond, les grandes sociétés vont acquérir et faciliter l'innovation à travers l'acquisition de start-up. Fait que dans l'écosystème d'innovation économique, la capacité d'innovation des entreprises passe par les startups. C'est pour ça que le capital de risque s'est développé. C'est pour ça que le mot startup, les accélérateurs ont pris leur place. Si on enlevait le monde des startups demain, il y aurait un gros problème. Il y aurait un gros problème déjà économique parce que les grandes sociétés sont beaucoup plus conservatrices, puis souvent, ils sont punis pour prendre des risques. Donc, ce qui est notre force d'entrepreneur, de prendre des risques, de relever des défis, puis d'aller là où, dans les zones d'inconfort, les plus grandes sociétés qui veulent des profits prévisibles, qui veulent plus récolter, ils veulent moins investir, c'est notre rôle d'entrepreneur de le faire. Mais en dehors de ça, la force d'un entrepreneur, c'est faire beaucoup avec peu. C'est une capacité d'adaptation, puis c'est une capacité qui est rare aujourd'hui, qui nous manque, c'est d'avoir une vision à moyen et long terme. On dirait que toute la société est conditionnée sur le court terme, dans l'actualité, dans le Facebook, dans le bouton. On a de la misère à penser, à investir, à récolter sur un horizon de plus qu'1 an. Là, c'est rendu du long terme pour des compagnies, pour des gouvernements. Puis là, on le voit, la maison brûle. Au niveau écologique, c'est peut-être le plus gros défi qu'on a, qu'on le sait. Là, pour nos enfants, ils vont vivre des drames dramatiques. Ça va coûter des milliards. Et on est incapable de s'adapter. Tu sais, ce mouvement-là, à moyen et long terme, est très, très difficile à voir. Et la force d'un entrepreneur, c'est d'anticiper ces besoins-là, ces enjeux sur le moyen et long terme. C'est pour ça que quand on fait du capital de risque, quand on investit, il faut savoir penser sur des cycles de 5, 10, 15 ans. OK? C'est des volets où, à court terme, ça prend plus de temps, mais ce qu'on récolte, c'est du 10, 20. C'est énorme en termes de croissance. Mais vous connaissez la courbe des startups ou la courbe d'innovation. C'est tranquille, puis à un moment donné, ça explose. C'est la bâton d'hockey qu'on connaît bien. Ouais. Fait qu'il faut savoir, voir à long terme,
prévoir les besoins, les anticiper. Fait que c'est pour ça que ça peut être des besoins sociaux, écologiques ou à différents niveaux. On le sait, la technologie va plus vite que l'économie, puis l'économie va plus vite que la société. Le côté social est celui qui prend le plus de temps à s'adapter. Pourtant, on a il y a des énormes besoins pour prendre soin. On parle de santé mentale, d'éducation, de santé tout court, le système de santé. Quand on travaille avec des entrepreneurs pendant des années, on se rend compte que tous ces grands défis de société, il y a des solutions. Elles existent, puis des fois, elles existent depuis des années. On n'est juste pas capable de les mettre en place. C'est fou. Ouais. C'est fou, là. Des problèmes structurels qui amènent des déficits, des problèmes qu'on le sait, là, face au gouvernement, face aux entreprises. On parle encore une fois de productivité, de compétition. On a des solutions, mais on a beaucoup de mal à les mettre en place. On a besoin d'être un peu plus entrepreneurial comme société. Puis on a besoin de s'inspirer aussi beaucoup de nos entrepreneurs. Oui, puis je reviens sur ton expression, là, tout le monde est une start-up, mais je pense que dans ta définition, tout le monde est une start-up, on va au-delà de l'entrepreneuriat, parce qu'on peut parler des citoyens, on peut parler des contribuables, on peut parler des employés dans une entreprise. Donc, comment tu en arrives à dire que tout le monde est une start-up, puis pourquoi tout le monde devrait se comporter comme une start-up? Bien, c'est la réalité dans laquelle on vit. Tout va plus vite, la technologie est accessible. On l'a, écoute, nos téléphones intelligents, là, c'est fou, là. Ils sont plus puissants, ils sont plus chers que nos PC aujourd'hui. Il y a de l'intelligence artificielle. Ce qu'on peut faire avec ça, c'est extraordinaire. Fait qu'on est dans un monde de start-up, pas dans le sens où on développe la technologie. Elle est là, elle est partout. Elle est accessible. On doit apprendre à l'utiliser, à la déployer, à la valoriser comme un entrepreneur. Fait que de facto, on est des startups, mais on a besoin d'apprendre à penser, puis à gérer, puis à se déployer comme une startup. Donc, si on veut tirer profit du monde numérique puis technologique dans lequel on vit, comment ça transforme le milieu du travail, nos relations avec nos clients, nos opérations, on doit apprendre à les utiliser correctement, à les déployer. Puis, c'est des enjeux de gestion aussi, d'opération. Nos équipes, ça prend des gens plus compétents. On a des enjeux de médias sociaux de plus en plus, Ouais. mais on n'a jamais eu la formation. L'autre façon que je le dis souvent, c'est comme si on avait donné des navettes spatiales à tout le monde. OK? C'est merveilleux. On peut aller sur la Lune. Sauf qu'on a oublié de former des pilotes. Fait qu'une navette spatiale qu'on ne peut pas piloter, c'est dangereux. C'est comme quand les gens ont eu les automobiles. On se revient 130 ans en arrière, quand l'automobile est arrivé. Les gens, au début, en avaient peur. Un cheval, ça se conduit tout seul. Tu n'as pas besoin d'un cours de conduite pour pousser une charrette puis conduire un cheval. Mais une auto, ça prend des compétences de base. Il y a un cours, il y a un permis et tout ça. C'est dans les mœurs, on le réalise plus, là, mais quand même, quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, il va avoir de la misère à conduire une auto puis à s'orienter. Donc, aujourd'hui, on a des moyens démesurés par rapport à ce qu'on est habitué. T'sais? Donc, si on veut profiter de ça, oui, il faut tenir compte de la réalité dans laquelle on vit, puis que oui, on est peut-être devenu des startups, mais la bonne nouvelle, c'est des opportunités incroyables. Ce qu'on peut faire comme personne, ceux qui utilisent l'intelligence artificielle et tout, puis l'économie numérique, les médias sociaux, on est des médias. On a un pouvoir d'influence, de rayonnement. J'aurais rêvé avoir ça il y a 10 ans. Là. C'est fou ce qui est possible de faire. Mais bon, tu connais l'adage « à grand pouvoir, grande responsabilité ». Ben, on est là. Il faut apprivoiser ces grands pouvoirs et les utiliser pleinement parce que pour le moment, on fait les trucs peut-être plus faciles, mais là, c'est étourdissant. Ça fait que ça va vite. Ouais. C'est comme conduire une auto de course, puis on n'a jamais fait ça. Ben, au début, wow! C'est pas le même feeling. On a comme trop de technologie, trop de pouvoir pour ce qu'on est habitué de gérer ou d'utiliser correctement. Mais le jour où tu apprends à l'utiliser, attention.
Oui, puis apprivoiser, je pense qu'il y a le mot tout à fait approprié, là, parce qu'on a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à s'approprier puis à apprivoiser. Également, je reviens tiens, sur une autre citation, celle que je nommais tantôt, là, celle qui touche Goliath. Donc, David peut battre Goliath, mais selon toi, là, quels seraient les 2, 3 leviers principaux pour supporter que David est en mesure aujourd'hui, dans le domaine de l'entrepreneuriat québécois, entre autres, là, être capable de vaincre Goliath? Oui. Ben, les piliers de base sont là, puis ces piliers-là sont devenus encore plus forts avec ce qu'on a vécu depuis 2 ans. Mais le premier, c'est l'agilité. Donc, on parle beaucoup, on voit les gouvernements puis les grandes sociétés qui travaillent en silo puis que les gens ne travaillent pas ensemble. Ils ont beaucoup de mal à communiquer puis à collaborer, même pour des opérations de base. Là. Des fois, on va dans les services publics puis on dit, mais mon Dieu, ça recule au lieu d'avancer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas moins de moyens, ils ont plus de moyens. Donc, leur capacité de s'adapter, de collaborer, d'utiliser pleinement les ressources recule. Les petites sociétés, puis même les travailleurs autonomes, on a cette capacité de s'adapter beaucoup plus facilement, de connecter avec des gens et de collaborer. Donc, l'agilité, c'est être innovant, être capable de prendre des moyens plus facilement que les grandes sociétés ne peuvent pas faire facilement, parce que souvent, ça prend des autorisations, des processus. On ne peut pas amener dans le gouvernement facilement des nouvelles technologies, puis là, ils vont par sécurité, puis c'est peut-être bien, là, protéger tout ça. Tandis que nous, on a une capacité d'innover puis de changer nos façons de faire beaucoup plus vite que les grandes sociétés. Ça, c'est énorme. C'était basé beaucoup dans les startups, la capacité de faire de la technologie, de la R&D. Mais aujourd'hui, la capacité d'innover puis d'être agile, c'est dans l'utilisation des technologies. Tu sais, puis l'IA, depuis 1 an, là, on l'a vu, j'ai des travailleurs autonomes qui font la job de 5 ou 10 personnes. OK? Puis la personne qui voudrait aller faire l'équivalent dans les grosses boîtes, on va lui interdire. On va dire non, non, ça marche pas, tu peux pas faire ça, ça marche pas de même. J'ai un phénomène depuis 2 ans où j'ai beaucoup de gens de grands talents, très compétents dans les grandes boîtes, qui sont tellement pris puis figés qu'ils décident de quitter en disant mais regarde, si mes patrons puis la compagnie pour laquelle je travaille n'est pas prête à s'adapter alors que l'opportunité est tellement forte, bien, je vais le faire. C'est devenu carrément un modèle où les gens, ils traversent en disant, ben, regarde, je vais la créer, ma compagnie, je vais le faire, je vais l'utiliser. Puis bon, s'ils sont pas capables, ils le voient de l'interne, là, le défi des grandes compagnies, de Goliath, qui manque d'agilité. Il dit, ben, je vais le faire, je vais le développer. Parce qu'il y a énormément d'opportunités en ce moment. Mais cette capacité d'adopter puis d'intégrer des façons de faire est plus difficile. On réalise pas, quand je dis tout le monde est une start-up, travailler, je parlais des navettes spatiales et tout, c'est pas juste de la technologie. C'est une culture, c'est une vision, c'est une façon de penser ou de faire. Et pour les grandes sociétés établies, changer des cultures, c'est beaucoup plus dur qu'on pense. Reconnaître des compétences, travailler en fonction des résultats, enlever la politique, puis être capable d'être plus spontanément, de permettre aux gens compétents de travailler, d'innover, de performer. Mais ça demande de l'agilité. Une petite équipe de 3, 4, 5 personnes, tout le monde est important. Puis si tu vois qu'il y a une opportunité qui va vraiment augmenter la performance de l'entreprise, écoute, on va surtout pas empêcher nos gens de le faire. On est pressé comme entrepreneur, comme petite boîte, d'en profiter. Mais dans les grosses entreprises, souvent, la hiérarchie puis la structure administrative a du mal là, à reconnaître les talents. C'est peut-être un défi qu'on a au Québec. Avant, tout le monde était remplaçable. Puis là, maintenant, on est rendu dans une économie de talent. Fait que il faut responsabiliser, puis les gens qui ont des capacités puis des talents spéciaux, utilisez-les, faites la promotion. Ce qui est un peu le pain puis le beurre des startups, ben, en tout cas, même des moyennes ou grandes entreprises, celles qui sont capables de penser comme des startups puis de valoriser leurs talents, c'est sûr qu'ils vont mieux réussir. Mais la réalité, la majorité des Goliaths sont pas là. OK? Ouais. L'agilité, c'est vraiment le premier élément. On fait beaucoup avec peu. Travailler en équipe,
la question des talents, des ressources humaines, c'est super important. Je vous dirais, le dernier levier important que je souligne là, pour les entrepreneurs, encore une fois, les plus gros leviers ne sont pas technologiques. Ça en est un, là, mais c'est pas le plus important. La capacité de bâtir des relations clients, puis des relations employés, des relations humaines. Au monde où la technologie explose, tout ce qui est non technologique, on peut l'automatiser. L'IA, l'informatique va tout faire ça. Ce qui reste à la fin, c'est les relations humaines. Puis de comprendre vos clients, c'est quoi leurs vrais besoins. Les grandes sociétés, beaucoup, ont du mal à rester connectés avec leurs clients, avec leur audience. Ils ont tendance à s'asseoir sur un peu leur monopole, leur nom, leur marque, leur solution qui marche toujours pareil, puis un peu de prendre leurs clients pour acquis. Une petite entreprise, tu devrais pas faire ça. Fait que ta capacité boutique, moi je dis, quand je dis small is beautiful, là, la beauté d'être petit, d'être boutique, d'être niche, parce que tu as peu de moyens, mais tu peux faire du sur-mesure. Tu peux offrir un vraiment meilleur service, une meilleure innovation à tes clients, puis bâtir de la relation client. Puis, on s'est rendu compte avec les années que partager un engagement avec tes clients ou qui deviennent des partenaires jusqu'à un certain point, c'est un peu la même motivation que tu vas trouver chez tes employés, sur tes équipes, puis même des partenaires externes. Fait que l'agilité, c'est pas juste offrir des meilleurs services puis apprendre plus facilement, c'est aussi être capable de s'adapter à la réalité de ceux qui vous payent, de ceux qui ont besoin de vous, puis qui veulent être reconnus. Parce que personne ne veut être un numéro. Personne ne veut être un numéro, personne veut voir. Maintenant, c'est ça, dans les grandes sociétés, parler à un humain, c'est rendu difficile. Pourtant, Dieu sait que c'est pas qu'ils n'ont pas de staff, ils ont des équipes, ils ont du budget, mais on dirait qu'ils ont mis une distance avec leurs clients que les petites entreprises, eux, ceux qui le font bien, là, on développe vraiment un avantage marqué. C'est là une autre raison où David peut faire beaucoup mieux que Goliath. Oui, tout à fait. Puis dans la relation client, il ne faut jamais perdre de vue que le client, c'est lui qui prend la décision finale. Donc, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ce n'est pas un robot, ce n'est pas un Android non plus, là. Donc, la relation client est vraiment privilégiée. Puis il y aura toujours des personnes qui vont privilégier des rencontres puis des connexions de proximité avec le fournisseur de services. Donc, il y en aura toujours. Fait que je pense que c'est un point vraiment important à considérer. Également, mais écoute, aligné sur ces points-là, Martin, selon toi, quel est le principal frein qui empêche, par exemple, ou qui restreint les startups de pouvoir avancer, progresser, exploser? Oui, merci de poser la question parce que les freins sont très différents d'il y a 10 ou 15 ans. À l'époque, quand j'ai lancé le programme, puis je travaille avec les startups, comme je disais, depuis longtemps, le plus gros défi, ça prenait beaucoup d'argent pour développer de la technologie adaptée au monde numérique. Donc, c'est pour ça qu'on faisait du capital de risque. C'est pour ça que engager des gens, ça prenait de la recherche-développement. Il fallait beaucoup développer de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, la technologie est partout. Elle est très, très accessible. On peut demander à une IA de développer une application, elle va le faire. Il y a tellement de moyens de développer des applications facilement à faible coût que les problèmes traditionnels sont pas les mêmes. Donc, aujourd'hui, la technologie est accessible. Ce qu'on faisait pour 500 000 $ il y a 15 ans, on le fait pour 50 000 $ aujourd'hui. Okay? Fait que la barrière à l'entrée n'est plus autant financière. D'ailleurs, c'est un problème pour nos amis investisseurs. Parce que, nos amis investisseurs disent toujours, on met de l'argent, mais on met plus que de l'argent. On vient vous aider, on amène de l'expertise, blablabla. Bla, bla. Mais là, aujourd'hui, la valeur de l'argent a diminué, puis l'importance de l'expertise a augmenté. Fait que les investisseurs qui n'avaient pas trop de valeur en dehors de l'argent, ils ont de la misère. Ils performent plus, puis là, on le voit, là, leur modèle est remis en question. Fait que c'est pas juste les entrepreneurs qui ont du mal, les investisseurs aussi. Mais l'argent est moins un problème. Il en faut, mais quand on a un bon produit, qu'il y a un marché, puis qu'il y a une traction, il y en a de l'argent. Tu sais, puis il y a moyen de le faire, même de façon non dilutive. Aujourd'hui, c'est plus facile de trouver des clients que de trouver des investisseurs. Fait que le meilleur financement, ça reste des clients. Tu sais. Le défi aujourd'hui, c'est deux ordres. Le frein, puis c'est des défis qui sont des défis pour le Québec parce qu'on est moins habitué. Il y a un premier défi, c'est tout ce qui est commercialisation, si on le savait.
Mais en 2025, c'est pas juste savoir vendre. Il faut savoir bâtir des relations d'affaires. Il faut savoir faire du marketing, des communications, bâtir des marques. On est à l'ère des médias sociaux. Fait qu'il y a un drôle de paradoxe qui s'est installé. C'est que il y a 15 ans, quand tu avais quelque chose de bien puis tu faisais de la technologie, par défaut, les gens te considéraient, ils t'écoutaient. Tu sais, ils disaient, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Aujourd'hui, par défaut, les gens ne te croient pas. On a un gros problème de communication. Pourtant, tout le monde peut parler à tout le monde. Là. Tout le monde est sur l'Internet. Tout le monde est soit sur LinkedIn, Facebook et tout. Écoute, les gens ne lisent plus leur email. Même téléphoner à quelqu'un, si tu ne l'avertis pas d'avance, c'est impoli. c'est ça la réalité 2025. Connecter, expliquer, proposer une solution à un client, il y a beaucoup plus de friction dans le marché client qu'avant. Et là, au début, même beaucoup de mes entrepreneurs, je leur parle de marketing, ils disent, ben, j'ai un site web, j'ai un logo, il y a quelqu'un qui s'occupe des médias sociaux. Ils disent, wow, tu pars de loin, là. On a besoin d'apprendre tous les cycles de commercialisation parce que c'est devenu là. Quand on regarde, puis je l'ai fait comme investisseur, tu sais, des compagnies technologiques ou d'innovation, sur papier, là, tu fais des marges brutes de fou. Dans des critères traditionnels, on devrait imprimer de l'argent. Pourtant, l'entreprise, même quand on la finance, elle n'est jamais rentable. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise innovante qui a de la technologie dans un marché qui est supposé générer des marges de profit énormes n'arrive jamais à performer? C'est pas dans les opérations. C'est le coût d'acquisition client. Trouver des clients, les rencontrer, les servir, mais juste partir là, de faire du marketing, vente, puis des connexions, les cycles de vente sont devenus longs. Les clients sont confus, ils ont trop de bruit, ils sont débordés, ils savent plus où mettre de la tête, eux non plus. Fait que de dire, oui, j'ai une solution majeure à ton problème, même s'ils comprennent, juste garder leur attention pour qu'ils complètent puis qu'ils l'intègrent, c'est rendu un très, très gros défi. Fait que c'est pour ça qu'il y a un premier frein qui est vraiment lié au cycle commercial. Et là, toute la gang, là, il faut apprendre à communiquer, à faire des médias, à faire des stratégies de contenu. Maintenant, la technologie le permet. OK? Mais c'est fou, là. Beaucoup de mes entrepreneurs, là, il faut réapprendre à parler à des humains. OK? On a appris à penser, à faire des analyses, des rapports de façon très technique. On a appris à penser puis à réfléchir, ce qui est bien. Mais les humains pensent pas comme ça. Trop d'entrepreneurs, ils font une belle analyse technique, puis ils présentent au client, puis c'est pertinent. Et le client, c'est indigeste pour lui. Il est pas... Au bout de 30 secondes, il a changé de canal. Fait qu'il faut marcher, simplifier. Il faut penser comme Steve Jobs, OK? Keep it simple. Un bouton, un message. Puis dis-moi pas ce que tu fais ou ta recette, ça m'intéresse pas. Je veux savoir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça change dans ma vie. Puis dis-le dans mes mots, en prenant compte de ma réalité. Il faut de l'empathie, il faut de l'écoute. Puis il faut bâtir une relation d'affaires, une relation de confiance si on veut que le client achète, reconnaisse, puis même vienne implanter votre solution. Puis si en plus vous faites de la technologie, mais probablement que ça vient changer des choses chez eux. Donc, ces employés, pour qu'ils acceptent, puis qu'ils acceptent de changer leur façon de faire, ben toi aussi, il faut en tenir compte. Il faut avoir cette crédibilité de dire, c'est-tu quelqu'un qui arrive... qui a inventé un truc, puis on a garoché de la technologie comme ça? Ou est-ce que c'est sérieux, c'est validé? Est-ce que les gens sont sincèrement intéressés d'aider le client puis de tenir compte de leur réalité? Fait que tout ça, c'est devenu le plus gros enjeu, alors qu'on est bon à faire des produits au Québec. Fait qu'on fait des super produits puis de la super technologie, mais là, il faut apprendre à faire ce fameux cycle de confiance puis de déployer des technologies. Fait que le premier frein, il est là. OK? Puis ça, c'est un frein qui fait mal en ce moment. Pourquoi le taux de succès, même des entreprises traditionnelles, a baissé, puis qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui lâchent la serviette. On voit les chiffres, là, l'intention d'entreprendre est en chute libre depuis 2 ans. Puis je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont découragés, puis qui disent « OK, ça marche pas, mon produit est pas bon ». Alors que c'est pas vrai. La plupart du temps, leur produit il est bon, il répond à un besoin. OK? Mais ils n'ont pas
Ils sont arrêtés à la base de dire, si j'ai un bon produit, il va se vendre. Ben, il faut pas juste un bon produit. Il faut plus que ça. Fait que toute la question de la relation client, c'est devenu très, très important. Et ça, c'est pas juste les entrepreneurs, toutes les entreprises, petites, moyennes, grandes au Québec, doivent vivre ce changement-là. Parce qu'honnêtement, il y a 20 ans, on avait une structure de coûts tellement plus faible qu'on vendait des produits meilleurs, moins chers aux Américains, puis ça se vendait tout seul. On n'avait pas vraiment besoin d'être bien bon en commercialisation. Mais maintenant, tu as les Chinois et les Asiatiques, il y a beaucoup de pays émergents, ils font mieux pour 3 fois moins cher. Fait que maintenant, il faut innover. faut faire des bons produits meilleurs, mais on ne peut pas juste se baser sur le produit lui-même. Le deuxième frein qui n'est pas négligeable, puis on pourra en parler, c'est que oui, non seulement tout le monde est devenu une start-up, mais dans ce monde-là de start-up ou d'innovation rapide, les petites entreprises ont des problèmes de grandes entreprises. Beaucoup plus vite, on rencontre des enjeux de ressources humaines, de marketing, de R&D, de finances, qu'avant les petites entreprises, on se débrouillait puis on s'en sortait bien. Maintenant, même un salon de coiffure ou un restaurant, il y a des problèmes de main-d'œuvre, il y a des problèmes de marketing, il y a des problèmes de gestion financière. On l'a vu pendant la COVID, là. Tu sais, fait que l'exigence sur la gestion d'entreprise a monté de 2 crans. Fait qu'on peut pas, on est débrouillard au Québec, puis il y a beaucoup, beaucoup de PME qui se débrouillent pas pire, puis à vue de nez, là, ça prend des compétences. Fait qu'on peut pas tout avoir les compétences à l'interne d'une petite entreprise, mais il y a des façons de s'entraider, il y a des façons d'avoir accès à du savoir. Il faut être curieux, il faut être ouvert. Il faut avoir du jugement aussi, de dire, je vais chercher des compétences d'un professionnel. Est-ce que c'est adapté à ma réalité de petite entreprise ou de start-up? Okay? Parce qu'il y a beaucoup de méthodes, compétences qui étaient faites pour les grandes entreprises, mais ça s'adapte pas très bien pour la petite. Ça, ça a toujours été. Fait que ça, c'est peut-être, je dirais, la marche est haute en ce moment pour beaucoup d'entrepreneurs sur des enjeux commercialisation, gestion, même de ressources humaines. Beaucoup de gens qui sont forts au niveau technique, mais souvent, il y a mieux travailler avec la technologie qu'avec les humains. Aujourd'hui, ça ne pardonne pas. Là. Si tu n'es pas capable d'attirer des talents, puis des talents de haut niveau, puis de les mobiliser, puis d'avoir une gestion efficace, de leur offrir un cadre de travail qui a du sens, ça ne marchera pas. T'sais, on a beau être très, très efficient comme une petite équipe qui va faire David bat Goliath, mais David, à un moment donné, il ne peut pas rester tout seul. Là. Ça prend 2, 3 David des fois pour... si tu veux vraiment... Fighter. C'est ça. Si tu veux te battre, ça prend des gens avec des talents différents. Fait que tu peux pas juste mettre 3 David pareils, là. C'est dur pour un entrepreneur de dire le morceau que je dois aller chercher pour performer, c'est des choses que je connais pas. Tu sais, des entrepreneurs qui engagent des vendeurs ou des gens de marketing, c'est pas souvent, ça marche pas bien, là. Ils se comprennent pas. Puis je l'ai payé une fortune, puis ça n'a rien donné, puis tout ça. Puis pourtant, souvent, ils ont engagé quelqu'un de compétent, mais si tu n'as pas le même langage, les mêmes attentes, à un moment donné, ça ne marchera pas. Il faut travailler en équipe, puis il faut se déployer comme des grandes sociétés qui savent avoir. C'est pour ça qu'il y a tellement de postes maintenant de seniors fractionnels. On va chercher un chef de finances fractionnel, un chef de R&D à temps plein. On ne peut pas se les payer à temps plein, mais on a besoin de niveau senior pour réussir, pour performer. Mais là, si ces gens-là sont en temps partiel, t'es mieux d'avoir ton noyau dur solide puis bien organisé. Sinon, ça va dans tous les sens. Fait que les défis de gestion, de management, maintenant, puis il faut faire du management adapté à l'innovation puis aux petites entreprises. Au Québec, c'est ça. Comme on a beaucoup, beaucoup de petites entreprises qui se débrouillaient pas pire, qui n'avaient pas trop besoin de ce genre de compétences-là, maintenant, l'éducation, c'est continu. Les gens lisent, ils vont voir des podcasts, ils vont lire des livres. Beaucoup vont chercher des programmes rapides ou des programmes d'accélération pour aller chercher l'essentiel. On ne deviendra pas des spécialistes dans tout, mais il faut au moins avoir une connexion, un langage commun pour dire, mais si j'engage un senior
en marketing, en finance ou en technologie, bien, au moins qu'on parle les mêmes mots puis qu'on se comprend. Puis on sait quoi demander puis à quoi on peut s'attendre aussi. Ça, je te dirais, c'est deux défis qui... et c'est pas juste les entrepreneurs. Mais je pense que la PME québécoise vit... Encore une fois, tout le monde est devenu une start-up. Là, ça revient à ça. C'est bon. Puis tu vois, avec ce que tu es en train d'énumérer, je ne peux pas m'empêcher de regarder, par exemple, la communauté. Tu sais, à l'intérieur des startups, tu as des communautés d'aide, d'entraide. Bon, c'est des communautés par et pour les entrepreneurs. C'est un potentiel de pouvoir partager en toute vulnérabilité des éléments. Tu parlais tantôt d'aller chercher des compétences auprès de tierces personnes pour multiplier les David et capable de compétitionner les Goliaths. Mais qu'est-ce que tu as observé de plus particulier, par exemple, à l'intérieur de Défi Montréal, qui permet ce regroupement-là puis cette facilité-là de composer ensemble? Oui, bien merci, parce que la communauté d'affaires, ça a toujours été important. Puis depuis 15 ans, ça s'est développé de façon un peu organique, parce qu'on va chercher des compétences. Puis notre premier volet, c'est que les entrepreneurs, ils apprennent par essai-erreur. Et nous, on a vu la complexité puis la vitesse à laquelle ça va. Si on fait juste apprendre par essai-erreur, on s'essouffle. Il y a trop d'entrepreneurs aujourd'hui. Pourquoi le taux de succès a tellement baissé? C'est que ce qu'on faisait en 6 mois, 1 an, maintenant, ça prend au-dessus de 2 ans. Le temps, c'est de l'argent, mais l'entrepreneur, souvent, s'il prend trop de temps à trouver sa ligne de revenus, puis son modèle économique, puis son équipe, il va abandonner. Puis c'est pas que le projet n'est pas bon, c'est ce problème-là de complexité qu'il vit, où est-ce qu'il faut apprendre les uns des autres. Il faut aller chercher le savoir, l'expérience de ceux qui l'ont fait. On ne peut pas réinventer la roue. Les 3/4 de ce qu'on doit faire comme entrepreneur aujourd'hui, d'autres entrepreneurs ont vécu la même chose. Donc, si on ne va pas chercher l'expertise ailleurs, puis l'expérience, pas juste le savoir-faire, puis qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Vous allez voir aujourd'hui, en 2025, il y a déjà un énorme écart entre la théorie et la pratique. Donc, on peut avoir un très beau plan d'affaires, on peut avoir une belle étude de marché, on peut avoir une maîtrise en management, puis avoir eu une carrière aussi. La réalité, la seule chose que tu sais, c'est que la réalité va être différente. Il faut être à l'écoute, il faut s'adapter. Donc, ce transfert de compétences-là est fondamental, puis c'est comme ça qu'on a bâti Défi Montréal, où est-ce que les entrepreneurs qui l'ont fait viennent enseigner aux nouveaux. Puis on s'est rendu compte depuis une dizaine d'années que ça change tellement vite, mais dans les universités et les écoles de management, le temps que ces méthodes-là s'intègrent, ils vont vite, là, mais il y a beaucoup trop d'éléments pour lesquels ils ont du mal à suivre. Donc, il faut aller chercher. Ceux qui le comprennent le mieux, la plupart du temps, c'est d'autres entrepreneurs. Et là, plus récemment, au-delà d'apprendre des entrepreneurs à succès ou à d'échecs, on apprend plus des échecs, en fait, que des succès. Ce transfert de compétences-là est super important. Mais là, on a vu cette complexification. On doit aller chercher des super talents. Des fois en marketing, en ressources humaines, en finance, en technologie, entre autres. OK? Puis ça dépend de votre domaine d'activité. Mais souvent, les gens sur le terrain qui sont des experts, ce qui va vous prendre des semaines ou des mois, en dedans de quelques heures, ils vont vous orienter. Okay? Puis ce qui est intéressant de travailler avec d'autres entrepreneurs, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils sont pas là pour vous vendre des trucs, là. Ils aiment bien donner un peu de temps puis donner des bons conseils pour dire, regarde, perds pas ton temps, là, ça marche pas pour telle raison. Puis, en fait, dans ce qui sont leurs zones d'ombre, puis que vous avez des super compétences, c'est la même chose. C'est beaucoup plus intéressant de faire des échanges de conseils puis de compétences que d'aller chercher souvent des consultants ou à grands frais ou un vice-président XYZ. On doit avoir un réseau de soutien professionnel, un bon dirigeant d'entreprise, un bon manager. En général, il y a des connexions, puis quand il y a des questions, il sait qui appeler. Il sait qui appeler. Oui. Problème légal, problème de gestion, problème de finance, problème de si, toi, as-tu vécu ça? Ça a toujours été, mais maintenant, c'est indispensable. On doit avoir un réseau de référence de gens avec qui on a de la confiance. Puis aussi, il faut être capable, pour que ça marche, parce qu'on ne peut pas toujours juste
payer des frais qui finissent plus pour engager des gens. Ça veut dire qu'il faut un réseau de confiance, puis il faut être prêt à donner et à recevoir. Donc, si on veut que les gens vous rendent service, mais il faut être prêt aussi à leur donner des fois quelques heures. C'est gagnant-gagnant au cube. Mais ça prend une mentalité, une culture d'entraide. C'est pour ça que la culture de communauté d'affaires est devenue extrêmement importante. Elle existe depuis toujours dans le monde des startups. OK? C'est des passionnés qui s'échangent. Puis, je dis souvent, la Silicon Valley, c'était dans le désert. Hein? Fait que, à part parler business, technologie, il n'y a pas grand-chose à faire. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, le savoir-faire puis l'expérience, il y a de la fertilisation croisée qui s'est faite, qui ont fait une masse critique. Mais aujourd'hui, au Québec, bon, on a une belle vie, une qualité de vie, puis beaucoup de divertissement. Donc, si on veut, il faut cultiver ces relations avec des gens qui ont un peu ces passions-là, qui ont l'expérience, puis qui sont prêts à aider pour les bonnes raisons. Puis aussi, qu'à un moment donné, quand on gagne ensemble aussi. Tu sais, qu'on peut avoir des gens qui... Moi, je le vois, j'ai un réseau de professionnels qui aident mes entrepreneurs, qui vont mettre du temps, pas des tonnes, mais qui vont faire la différence. Puis à un moment donné, quand ça décolle de façon exponentielle, bien là, tu sais qui appeler. Là, tu as des gens de confiance qui vont t'aider aussi à grandir puis à passer à travers ces étapes-là. Fait que la communauté, puis être capable d'avoir accès à des compétences dans un monde qui est de ce type de compétences-là, on l'a vécu de façon organique. Puis ensuite, c'est devenu notre modèle principal aujourd'hui. Notre taux de succès qui est beaucoup plus élevé ne serait pas possible s'il n'y avait pas ce goodwill, cet environnement de partage puis d'entraide qu'on a pu développer. Puis tu parles souvent également, Martin, d'accompagnement. Puis comme tu as créé des programmes, Défi Croissance Biz, Capital Innovation, OK, quand on parle d'accompagnement, on peut parler de coaching ou encore d'accompagner un entrepreneur. Quelle distinction tu fais entre les deux, entre coacher puis accompagner? Bien, pour moi, ça va ensemble. Pour moi, ça va beaucoup ensemble. Pour moi, accompagner, tu as plusieurs niveaux d'accompagnement que tu peux faire, mais en général, en mode coaching, on le fait avec. Un coach, quand on parle de sport, la relation est plus claire. À un moment donné, il y a quelqu'un qui l'enseigne, qui te montre les mouvements, parce que c'est du savoir-faire. C'est le plus gros défi qu'on a, surtout quand les gens sortent des incubateurs, des accélérateurs, ils ont fait des cours puis des programmes pour bâtir une structure sur papier qui peut être très, très bien. Puis aujourd'hui, de plus en plus, ils les envoient sur le terrain aussi pour faire de la validation. Mais la réalité, le maîtriser ce qu'on fait, c'est de l'exécution. Puis ça, je prends souvent l'exemple du Karate Kid, là. Il est devenu champion de karaté en 2 semaines, mais en faisant des répétant le mouvement tellement de fois à s'épuiser. Mais c'est ça l'entrepreneuriat. Il faut le faire est hyper important. Puis ça prend des gens qui l'ont vécu, qui ont été sur le terrain. Ouais. Puis des fois, souvent, il faut le faire avec la première fois, parce que les premières fois, c'est intimidant. On sort de nos zones de confort. On n'a jamais fait ces choses-là. Fait que souvent, c'est comme faire du vélo la première fois ou quand on a des cours de conduite. Au début, ça va un peu tout croche. On n'a pas des réflexes, mais après quelques semaines, ça devient de plus en plus naturel. Mais c'est la même chose. Fait que c'est pour ça que l'accompagnement, c'est de savoir le vivre en disant non, c'est pas parfait, mais c'est correct. Tu vas t'améliorer, ça va devenir meilleur. Il faut poser des questions puis aller valider ce qu'on fait. Fait que l'accompagnement, on peut le faire à distance, on peut le faire plus proche, mais pour moi, ce côté-là d'être un co-développeur, de le travailler ensemble, d'échanger des idées. Il y a plusieurs façons de bâtir une entreprise, d'avoir du succès. Un coach comme un associé ou un employé clé, tu n'es pas obligé d'être d'accord tout le temps. Moi, j'encourage les entrepreneurs à aller chercher plusieurs coachs, plusieurs points de vue. Puis ça les fâche parce que des fois, ils disent, mais il y en a un qui me dit gauche, puis l'autre qui me dit droite. Il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Il dit qui a raison? Là, je leur dis, les deux ont raison, pour des raisons différentes. Là, il faut que tu saches pourquoi lui il dit noir. C'est pas de dire est-ce que c'est gauche ou droite. C'est pourquoi il a dit à gauche, pourquoi il a dit à droite. Puis toi, dans ta situation, dans ce que tu veux vivre, il faut que tu apprennes à évaluer ce que les conseils te disent. Pourquoi ce conseil-là va être bien. Puis il faut que tu vives avec après. T'sais, on ne peut pas prendre un conseil sans comprendre d'où il vient et pourquoi il a été donné. C'est dangereux.
Fait que ça, c'est développer ce jugement-là. C'est pour ça qu'on a un rôle de coach, puis dans l'accompagnement, peut-être qu'il y a un volet mentorat aussi. Des fois, le mentor, un comité aviseur, ça peut être des gens externes qui t'aident à poser des questions puis à prendre du recul. Un coach, des fois, il faut que tu sois capable de prendre les deux chapeaux. On est plus hands-on qu'un mentor, mais des fois, il faut être capable de dire à l'entrepreneur, wow, attends une minute, là. Tu sais, t'as-tu compris? T'es-tu sûr? Pourquoi tu... Prends ton gaz égal. Oui, c'est ça. On dit souvent qu'un bon entrepreneur, il faut qu'il soit coachable. Il faut aimer travailler en équipe, il faut être à l'écoute. Puis, coacher quelqu'un, c'est pas... Tu sais, il n'y a pas une recette de succès. Aujourd'hui, le défi, là, c'est que tu dois trouver ta recette. Tu dois la créer. Tu dois trouver ta zone de confort. Parce que même un entrepreneur en série, ils le savent. Là. C'est pas parce que tu as réussi une fois que ça va être nécessairement plus facile la fois d'après. Tu as un bagage. Mais chaque entreprise, chaque situation, puis même une entreprise qui réussit aujourd'hui, dans 2 ans, le monde change, ton client change, puis il faut que tu t'adaptes encore. Ouais. Fait que la première chose, est-ce que tu es capable d'écouter les conseils de quelqu'un? Mais un bon entrepreneur va plus loin que ça. Il va chercher à avoir des conseils. Il va chercher à se faire challenger. Moi, mes bons entrepreneurs, là, quand on leur dit que c'est beau, que c'est bon, ils sont fâchés. Ils disent, non, moi, je veux savoir ce qui va pas bien. Ce qui va bien, c'est correct. Dis-moi. Ils veulent s'améliorer, ils veulent développer. C'est ça, exactement. Là, j'ai pas le goût d'apprendre en me plantant. Ben, ça va arriver, mais c'est ça. Si je veux voir mes angles morts. Hey, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, là. Fait que, c'est pas tout le monde. C'est ça. Fait qu'il faut être des bons coachs, mais il faut des gens qui aiment être coachés aussi. Oui. On dit dans notre langage coachable. C'est ça. Dis-moi, Martin, tu as parlé tantôt du financement qui est pas nécessairement aujourd'hui dans les mêmes eaux que le financement, l'accès au financement là, que jadis. Donc, en tant que membre fondateur d'Ange Québec, puis tu as créé aussi Capital Innovation, comment tu vois l'évolution du financement puis de l'accessibilité au financement aujourd'hui? Et là, c'est une bonne question parce que le défi, puis c'est intéressant, dans les bonnes pratiques de financement par capital là, que j'ai développées avec le gouvernement du Québec, à un moment donné, c'était de comprendre la différence entre du financement traditionnel ou à la bourse et le financement privé ou d'investisseurs en capital de risque. Je n'irai pas dans tous les détails, mais on ne réalise pas à quel point c'est à l'opposé. Ce qui fonctionne dans du financement traditionnel, qui est t'es à distance, puis tu prends pour acquis que le marché est là, puis que le management, c'est ce qu'il fait et tout. Quand tu investis ou tu finances une petite entreprise innovante, t'es mieux de savoir ce que tu fais. OK? Parce que l'entrepreneur, tu y parles directement, puis il faut que tu aies une valeur ajoutée. Surtout si tu es investisseur, puis tu es dans le capital de l'entreprise. Ils appellent ça du smart money. OK? C'est vraiment l'élément important. Là, on a vu, quand je dis que tout le monde est une start-up, ben, regarde ce qui se passe, la Caisse de dépôt puis Investissement Québec, là, les gros Nordvolt et tout, des dossiers qui, il y a 10-15 ans, ça aurait dû faire des fortunes, ça aurait dû marcher. Ces gens-là, ils ont fait leur devoir. Ils ont analysé de façon avec des professionnels et les enjeux start-up d'innovation, ils les ont pas vus. Ils n'ont pas vu. Ils ont été frappés du champ gauche, un changement dans le marché, dans la structure, la façon de gérer les employés ou de se diversifier trop vite. Parce que souvent, les investisseurs veulent des rendements rapides. Ils veulent profiter des rendements que tu aurais dans 10 ans, mais dans 2 ans. Fait que ça fait Lyon, par exemple, qui s'est très, très diversifié dans plein de lignes de produits. Je pense que c'était Taiga aussi, là, dans les motomarines électriques. Puis à un moment donné, commence donc par être bon dans ta base. OK? Il faut marcher avant de courir. Fait qu'en poussant trop vite dans un monde qui est complexe puis qui va trop vite, puis qu'il y a toutes sortes d'enjeux, ben en voulant tirer trop fort sa fleur, on l'a perdu. Fait que ce phénomène-là, on le voit dans les grandes entreprises ou dans les grandes sociétés financières, où est-ce que le côté intelligence d'affaires et intelligence de gestion est plus élevé. Le focus stratégique aussi. Parce qu'ils travaillent encore sur un modèle du 20e siècle qu'avant, plus c'était gros, puis plus tu étais diversifié, plus tu avais des économies d'échelle, puis plus tu étais rentable.
Là, aujourd'hui, plus tu es focus, focus, puis quand tu as une bonne niche qui fait de l'argent, ça va bien, puis essaie de la maintenir parce que ça change tout le temps. Fait que ces règles de jeu-là, dans le monde financier traditionnel, il se fait brasser. Là. Regardez les grandes sociétés. Puis encore plus dans le capital de risque. Là, les autres sont dans le nœud de la tournade, là, dans l'œil du tourbillon en ce moment. Parce que juste de l'argent qui fait de l'argent, c'est une commodité. Ouais. Fait que déjà, souvent, on l'a vu en capital de risque ou avec les anges investisseurs, si tu comprends pas, si c'est pas un domaine que tu es à l'aise, si tu n'as pas de valeur ajoutée, va pas là, tu vas nuire. Là. C'est pas investir à la bourse, c'est pas comme investir dans l'immobilier. C'est pour ça que le principe d'Ange Québec, là, c'est investir et s'investir. Il faut que tu apportes quelque chose. La thèse qui fait qu'un ange investisseur va faire plus de rendement qu'un fonds traditionnel, c'est parce qu'il n'amène pas juste de l'argent. Puis s'ils investissent à plusieurs, c'est le principe un peu d'Ange Québec, c'est qu'ils créent des synergies puis amènent justement des super talents puis des gens qui ont des ouvertures importantes. Mais ça, il faut que tu les actives, il faut que tu l'utilises, faut que tu les fasses travailler. Ouais. Fait que tout ce côté-là de compétences de gestion, de commercialisation, ce dont on parlait tout à l'heure, de la commercialisation, quels sont les éléments qui font le succès ou l'échec d'une entreprise? Il faut que tu en fasses partie, il faut que tu amènes une valeur en plus du volet monétaire. Puis ça, c'est peut-être quelque chose qui s'est inversé depuis 5 ans. Le côté compétence autre que finance est devenu beaucoup plus important que la stricte gestion financière. Et là, c'est là où c'est peut-être un club select maintenant. Peut-être en terminant là-dessus, le principe que j'enseigne, puis que je dis toujours à mes entrepreneurs, ça fait plaisir de le partager. Les meilleurs investisseurs, c'est parce qu'ils pensent comme des entrepreneurs. Puis souvent, c'est des anciens entrepreneurs. Ils l'ont vu, ils l'ont vécu, ils ont eu cette expérience-là, ce bagage-là, de dire, c'est pas parce que tu perds de l'argent tout de suite, c'est juste une pensée à court terme. Tu vas couper, tu vas nuire à une bonne compagnie qui va faire énormément d'argent dans 5 ans si tu comprends pas ce qui se passe. Fait qu'un bon investisseur, aujourd'hui, doit faire un bon entrepreneur. Warren Buffett, il disait qu'il était un bon investisseur parce qu'il était un bon homme d'affaires. Mais dans le fond, c'est parce qu'il comprend de l'interne, il sait reconnaître une compagnie bien gérée, en plus d'être une compagnie qui est dans un potentiel de croissance. Ben, tout le monde, il faut qu'il soit un peu Warren Buffett. Tout le monde, tout à fait. Exact. Tout à fait. Puis en parlant de croissance durable, Martin, ça m'amène une autre question pour toi. Là. Tu sais, en termes d'entrepreneur, apprendre à gérer son entreprise, de se placer dans une position, une posture, puis avec tout ce qu'on a partagé depuis tantôt, se mettre dans une perspective de croissance durable, mais une croissance durable sans se brûler. Donc, je pense que là-dedans, là, c'est comment bâtir une entreprise qui respire, puis qui est en croissance, puis sans risquer de se brûler. Ben, le mot durable est important. Et je pense que le côté durable, parce que oui, bon, on parle d'écologie, on parle d'impact social, sur le moyen long terme, c'est important. Deux choses. On parle d'acceptabilité sociale dans bien des trucs, on en reparle. C'est vrai pour les entreprises. Les gens aujourd'hui veulent dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous faites les choses, quelles sont vos motivations, vos valeurs comptent. Ça rentre dans le volet. Fait que si vous amenez une approche qui est durable, est-ce que ça va être partagé par vos clients, par vos partenaires, par vos employés? Donc, c'est une façon d'entreprise. Avant, c'était quelque chose d'un peu... on l'écrivait sur le coin d'une table, puis on l'oubliait. Là. Des fois, on le mettait sur le mur quand on était vraiment un peu plus progressiste. Mais maintenant, il faut le vivre. Les gens veulent voir que les bottines vont suivre les babines. Fait que vos valeurs, puis ce que vous dites, est-ce que vous le faites? Est-ce que ça paraît dans vos pratiques? Parce que quand les gens voient qu'il y a une dissonance, qu'il y a une incohérence, mais là, vos clients, vos partenaires, vos employés vont vous laisser tomber. Ça ne marchera pas. C'est pas juste de dire je fais de l'argent. Il faut faire de l'argent, il faut faire des trucs utiles. Mais dans votre écosystème, dans votre partenariat, les gens clés qui vont faire que vous allez réussir, vos clients, c'est pas rien, ben, ils veulent voir que cette
approche-là, elle est là. C'est pas juste une question de maquillage ou de communication. Avant, on coupait les coins ronds, mais tant que ça sortait pas, on s'en tirait. Aujourd'hui, tout sort, là, à un moment donné. Puis les incohérences, les gens vont les voir. Fait que je dirais que ce côté-là, c'est peut-être un des facteurs importants quand on veut être dans le durable. Puis l'autre facteur fondamental, c'est probablement le côté humain, certainement. On vit du stress comme entrepreneur, comme équipe, nos employés, etc. Il faut trouver un équilibre. Tu sais, il y a 30 ans, l'équilibre travail-famille, c'était comme un autre bébelle là, pour les employés qui veulent pas travailler. Et aujourd'hui, pendant la COVID, à un moment donné, on s'est rendu compte que si tu prends pas soin de toi, tu t'offres pas. Fait que être durable, c'est aussi être capable physiquement, mentalement. On parle de santé mentale, c'est pas une blague, là. C'est plus dur que c'était, c'est plus stressant. Si vous voulez, il faut aimer ce qu'on fait, il faut y croire, il faut le partager. Il faut trouver un équilibre humain avec les gens avec qui on travaille, avec les gens qui nous appuient, parce que on veut bâtir des relations d'affaires durables. Fait que je fais rire mes collègues coachs. Tu sais, on parle de c'est qui ton client idéal? Souvent, je dis ton client idéal, c'est ton futur meilleur ami. C'est pas juste quelqu'un transactionnel. C'est parce qu'à un moment donné, on a des choses en commun qu'on croit. On veut avoir un impact sur la société. On amène de la valeur, mais on veut le faire ensemble. Fait que ce côté-là de connexion, de côté relationnel qui est devenu beaucoup plus important, va faire qu'on va se respecter. Puis qu'on va dire, mais des fois, OK, c'est pas aussi vite, aussi performant que j'aurais voulu. Là, le vieux réflexe, c'est de presser le citron. Des fois, elle dit non, j'ai un bon partenaire, j'en prends soin. OK? On va lui laisser le temps de vivre, puis de respirer, puis de livrer les choses. Puis des fois, on va se parler pour comprendre, est-ce que ça va bien? Est-ce que est-ce qu'on est dans un mode durable en affaires? Ce côté humain, honnêtement, il y a du travail à faire. Tu sais, avant, c'était un peu vu comme une revendication, alors que là, il faut le voir comme un équilibre d'affaires durable avec les clients, mais avec ses employés, puis avec vous comme personne, comme dirigeant d'entreprise. Oui, tout à fait. Puis, tu vois, dans le domaine où j'étais avant, là, j'ai travaillé pendant 25 ans dans le domaine des services financiers, là, entre autres dans le domaine de l'assurance. Puis, au niveau des compagnies d'assurance, on a surnommé le stress le tueur silencieux. Donc, tu sais, c'est pas apparent parce que si on regarde, par exemple, les années 70, tu sais, que on n'a pas connu toutes les deux, on nous a raconté des choses. Hein. Mais les années 70, il y avait beaucoup de problèmes musculo-squelettiques. Puis aujourd'hui, bien là, ça se passe vraiment au niveau de la tête. La santé mentale prend une place vraiment importante. On parle de durable, OK? Donc de croissance, de leadership durable, mais on peut parler de leadership conscient aussi. Donc, comment on peut transposer le concept parce qu'on entend de plus en plus, c'est comme un mot à la mode, là, de leadership conscient, mais comment on peut transposer le phénomène de leadership conscient à l'entrepreneuriat, puis être comme entrepreneur je dirais dans l'authenticité, dans sa vulnérabilité, puis dans l'humilité. Comment on peut transposer ça à l'intérieur de l'entrepreneuriat? Je pense que j'aime beaucoup le principe. C'est quelque chose qu'on doit aller au-delà des aspects financiers ou qui sont importants aussi ou opérationnels. Mais quand on dit un bon investisseur va investir dans l'entrepreneur avant d'investir dans le produit ou dans le marché, les deux sont importants. Mais investir dans l'entrepreneur, ça veut dire qu'il faut respecter l'entrepreneur. Il faut s'assurer que lui, de façon durable, il va performer, puis il va être heureux, bien motivé, engagé au succès de son entreprise. La meilleure façon de le voir, j'ai ma collègue Marilyn Marty, là, qu'on dit toujours gagnant, 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 l'approche, mais la conscience doit aller en affaires, doit aller aux 3 niveaux. Fait qu'il y a une conscience personnelle, mes limites, mes risques, mes stress, ma vie, mon équilibre de performance d'entreprise versus performance personnelle, parce que si cet équilibre-là est rompu, ça ne sera pas durable. Tu as un deuxième volet gagnant qui est l'équipe. Donc, on réussit puis on perd ensemble. Fait que le bien-être de ton équipe, des employés, de tes partenaires doit faire partie de l'équation. Encore une fois, on veut des top talents responsables qui vont surperformer. Puis on est là. T'sais, on veut des gens engagés, talentueux, puis les gens se les arrachent. C'est la meilleure équipe qui gagne, mais il faut être ouvert et
avoir une approche qui permet de garder puis de mobiliser des super talents aujourd'hui. Fait que cette conscience de groupe, d'équipe, cet esprit d'équipe est super important. On donne souvent l'exemple, tu prends les meilleurs joueurs étoiles de toutes les équipes de hockey, puis tu les mets ensemble, ça veut pas dire que ça va bien marcher. Là. Trop de vedettes ensemble, des fois. ça veut pas dire. Il y a des bons joueurs d'équipe, puis des gens qui le sont pas. Fait qu'il faut des gens qui sont capables, puis qui vont travailler au bien-être les uns des autres pour que la synergie d'équipe fonctionne. Ça, une équipe, c'est 1 + 1 = 4, c'est un effet multiplicateur très, très important. Mais autant l'enjeu personnel est important, bâtir puis motiver, mobiliser des équipes, c'est devenu un enjeu plus important. Il y a un gagnant qui est au niveau de la société. Donc, l'impact, maintenant, quand on dit être conscient de qu'est-ce que j'apporte à la société? Quelle est la valeur ajoutée? Est-ce que je résous des problèmes importants ou c'est juste être opportuniste puis profiter de un problème dans le marché ou d'être profiteur? Parce que traditionnellement, l'affaire d'être profiteur, c'était pas mal vu. OK? C'est de la business. Aujourd'hui, je vois ta réaction, puis les gens en ont assez de cette vision d'affaires-là, qui est de presser le citron puis de vampiriser. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui se comportent comme des vampires, puis qui profitent de la vulnérabilité des gens ou du stress ou de la fatigue. Puis qu'à un moment donné, on paie pour des trucs, on se rend même plus. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Puis on se rend compte qu'on est prisonnier. Fait que ça, c'est une vieille façon de faire qu'il faut revoir. Fait que ton impact, ta conscience que tu as dans la société, à un moment donné, si tu ne l'as pas développé, tu vas te le faire dire. Tes clients, tes employés, ta réputation va faire de dire, écoute, wow, OK, je donne souvent l'exemple de Google qui est bien connu. Google s'est donné comme un principe, do no evil, faites pas rien de mal. OK, mais c'est un peu presque Big Brother, ils sont partout. Fait qu'il faut qu'ils se comportent bien. Là. Ils ont besoin d'avoir une éthique. Puis, à quelques fois, ils ont eu la tentation d'aller vers des trucs peut-être moins recommandables. C'est les employés qui sont révoltés. Qui ont dit, non, nous, on va pas là. Fait que beaucoup, votre conscience, si vous avez ça va ensemble. Si vous avez une bonne conscience personnelle, une pleine conscience d'équipe, ça va se refléter normalement dans l'impact social. Puis si vous l'allez jusqu'au bout, ben oui, on va mettre la planète là-dedans. Marilyn a dit souvent, ben invitez la planète autour de votre conseil d'administration puis demandez-y ce qu'elle en pense. C'est une bonne suggestion. Une bonne suggestion. Puis beaucoup des entrepreneurs qui font de l'impact durable, à un moment donné, les gens disent, ben oui, mais si tu es écolo, impact, machin, tu ne pourras jamais être rentable. Ben, la réalité, c'est que les entreprises qui performent le plus aujourd'hui le sont. OK? C'est une question d'organisation, c'est une question de culture d'entreprise. Si c'est fait en fonction de ça, d'économie circulaire et tout, il y a tellement de gaspillage puis de choses qui ont pas de sens. Si on veut faire un impact durable, c'est faisable. Et les gens, et en plus, ben, là, vous avez les problèmes d'accessibilité sociale et tout. Là, c'est contraire. Les gens vont militer en votre faveur. Ils vont dire non, eux, on donne l'exemple de Patagonia, là, qui est un exemple extraordinaire du Québec. Ben, les gens, à un moment donné, ils vont par principe dire non, j'y crois, c'est des bonnes personnes, j'appuie la marque, puis j'appuie l'équipe. Parce que je sais que c'est des gens qui ont des bonnes valeurs. Fait que les gens, ils votent avec leurs dollars aujourd'hui. C'est un élément important. C'est bon. Dis-moi, Martin, notre rencontre tire à sa fin. Là. Une dernière question pour toi, parce qu'on pourrait passer 2-3 heures ensemble. Il y a tellement de choses à dire. Mais tu sais, tu as eu l'occasion d'accompagner, de coacher des centaines, des milliers de personnes. Puis, tu sais, tu as soulevé tantôt l'échec comme étant un facteur d'apprentissage. Donc, l'échec peut être une matière première aussi pour nos entrepreneurs. Donc, selon toi, là, dans les observations que tu as avec toutes ces années-là là, que tu as à ton cumul, okay, tes observations, quelle est la plus grande erreur récurrente qui peut être commise par nos entrepreneurs dans un mode de développement des affaires? Ben, souvent, c'est quand je fais des entrevues avec mes entrepreneurs à succès là, qui ont réussi ou qui ont vendu leur compagnie, puis je leur pose souvent la question, tu peux revenir 5 ans en arrière puis te donner un conseil à toi. OK? Puis l'erreur numéro 1, d'habitude, c'est des erreurs de casting. C'est des mauvais recrutements. Les gens sont trop pressés
pour recruter, ou alors avoir des associés, parce que ça me prend un associé. Fait que j'y donne des actions, puis là, je pense qu'il va devenir associé, tu sais. Puis de ne pas comprendre la différence entre un employé clé, un manager et un partenaire d'affaires qui doit penser comme un investisseur sur le long terme, qui doit gérer le stress, qui doit prendre des responsabilités très, très différentes. Fait que souvent, on mélange les genres, les rôles. On a des responsabilités puis des attentes qui sont pas claires. Et là, les divorces coûtent très, très cher. En termes de coûts en temps et en argent, autant le facteur humain est super important. Quand on le néglige, puis on dit à quelqu'un, tu as les compétences, peux-tu commencer demain, là? Puis ça peut être la personne compétente, ça peut être la bonne personne, mais on ne l'a pas clarifié, on ne s'est pas organisé, on ne lui a pas donné un rôle clair. Et là, c'est des recettes pour l'échec. Aujourd'hui, nos entreprises, 80% des dépenses à peu près, c'est du salaire. Votre plus gros poste de dépense, c'est le salaire. Vous allez mettre énormément d'argent dans votre équipe. OK? Et une personne qui n'est pas à sa place ou qui ne performe pas bien, ça fait mal. Tu sais, ça va vous couler. Puis en plus, on le sait, les petites entreprises, on investit dans notre équipe, puis quand ils partent, ça fait mal. C'est comme on nous coupait un bras ou une jambe. Fait que toute la question de savoir recruter, de bâtir une équipe, que les gens soient à leur place, souvent le côté humain, on passe vite dessus un peu, puis on dit, ben, t'es payé pour ça, tu devrais faire ta job. Oui, mais comment, pourquoi, tu sais, bon, on l'a vu encore plus dans l'après-COVID parce qu'il y a beaucoup d'ajustements d'équipes qui étaient informels. On faisait ça, on était un peu dans les cubicules, puis on se parlait sur le bord du truc. Fait on ne se rend pas compte à quel point il y avait beaucoup d'éléments d'ajustement d'une équipe que c'était pas officiel, c'était pas dans les réunions ou dans la description de tâches. Mais maintenant qu'il y a beaucoup de télétravail, puis que les gens travaillent à distance, ce facteur-là, il fait encore plus mal. On doit formaliser, on doit se parler, on doit responsabiliser plus aussi. Fait que je dirais que c'est peut-être l'erreur numéro 1, c'est une des plus grosses causes. Numéro 1. Je disais à mes entrepreneurs, ayez un plan d'urgence en cas de succès. Qu'est-ce que tu fais si ça marche? OK? Parce que là, tu travailles tellement fort, puis là, tu travailles ton produit, ton marché, les trucs, tu cherches des investisseurs. Puis là, souvent, ça se fait, la transition entre le démarrage puis l'accélération, la croissance initiale, elle peut être brutale. Et c'est là où si tes fondations, ton équipe sont pas solides, si ton organisation est pas claire ou est pas bien formalisée, si on veut, c'est pas bien rodé, c'est là où ça fait le plus mal. Fait que l'équipe, je dirais, puis peut-être le deuxième, parce qu'on fait beaucoup plus de gestion défi croissance, c'est ça, on a créé défi croissance pour permettre aux entrepreneurs de passer des premiers dollars de revenus aux premiers millions, d'aller vers la viabilité et la rentabilité. Puis je suis surpris à chaque fois, faire de la bonne gestion, des fois, il ne faut pas juste faire le travail. Il faut penser, il faut planifier, il faut faire un plan d'action, il faut travailler, pas dans la compagnie, il faut travailler sur la compagnie, il faut fabriquer une équipe, une structure de gestion fiable, viable, qui va marcher pour le long terme. Fait que souvent, comme entrepreneur, on est des gens d'action. On aime ça avoir les mains dedans, les mains sur le guidon, puis ah ouais, on fait de quoi, là? On n'est pas là pour niaiser. Mais des fois, si on ne réfléchit pas, si on ne planifie pas, si on ne donne pas des outils et des processus de gestion efficaces, c'est sûr que vous allez à 200 km/h sur l'autoroute sans les lumières la nuit, vous vivez dangereusement. Mais il y a trop d'entrepreneurs qui vivent ça. La capacité d'être des bons gestionnaires. Un bon dirigeant, là, quand il fait bien sa job, il ne devrait pas avoir grand-chose à faire. Si tout le monde est à sa place, tout le monde sait quoi faire, puis tout le monde le fait bien, OK? On devrait être les gens qui s'assurent que la bonne équipe est là, elle sait faire ses trucs, puis elle le fait bien. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est difficile de prendre ce chapeau de dirigeant, de gestionnaire, ou d'actionnaire, de visionnaire, là, d'investisseur. Moi, je dis que les meilleurs investisseurs, ils pensent comme des entrepreneurs. Mais le corollaire, c'est que les bons entrepreneurs, il faut qu'ils pensent comme des investisseurs. Il faut qu'ils pensent moyen-long terme. Il faut qu'ils pensent upside, diversification, valorisation. Où est-ce que je veux amener cette gang-là? Mais, tu sais, sur le moyen-long terme. Puis le côté opérationnel, vous devriez avoir une équipe en place qui le fait bien. Fait que ça, c'est peut-être les deux conseils, en tout cas, des succès ou d'échecs. La bonne équipe, c'est la meilleure équipe qui gagne.
Puis vous avez beau avoir des super talents, puis c'est dur pour un entrepreneur de déléguer. Parce qu'au début, là, n'importe qui à qui tu délègues, il va être moins bon, puis beaucoup moins bon que toi. C'est normal. Ouais. Tu peux pas lui demander d'être un clone de toi. T'as une histoire qui a fait ça. C'est un art de savoir engager les bonnes personnes puis de déléguer. Là, c'est un des trucs qu'on fait avec nos amis là, en leadership. De déléguer efficacement, ça se planifie. Puis de bâtir. La délégation, c'est vraiment un art. C'est vraiment un art. Hey, dis-moi, Martin, on tire à notre toute fin. Je déborde même un petit peu parce que c'est tellement intéressant. Je m'abreuve de tes paroles, puis je suis sûr que les gens vont super adorer. Maintenant, mais écoute, il y a une expression qui revient souvent chez toi quand tu parles d'une start-up humaine, vivante et durable. Puis, je demande tout le temps à mes invités d'offrir un cadeau, aux auditeurs. Donc, une citation, une phrase ou un mot inspirant qui est aligné sur vraiment ton expression, une start-up humaine, vivante et durable dans le contexte de tout ce qu'on a vu et discuté ensemble aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu dirais, soit comme conseil ou comme phrase inspirante? Mais, en tout cas, vous me direz, mais on parlait de passion tout à l'heure, puis ce que j'aime des entrepreneurs, oui, on innove, oui, on change le monde, on vit l'histoire à une vitesse incroyable. Puis on règle des défis de société, on a un impact incroyable. C'est très motivant. Puis ça, c'est ma fierté. Je vis et je suis entrepreneur par procuration. J'aide souvent les entrepreneurs à faire ce que moi j'aimerais faire. C'est cette passion-là. Puis de les voir réussir, je leur dis toujours, votre succès, c'est mon succès. Moi, je réussis quand vous avez réussi. Fait que ça, c'est super important. Mais au-delà de ça, je te dirais, les dernières années, c'est de voir qu'on fait grandir des gens. On fait grandir des talents. Être entrepreneur, on atteint nos limites toujours. Faut qu'il faut repousser nos limites. On peut pas devenir un bon entrepreneur sans devenir une meilleure personne, un meilleur humain, en prenant une meilleure conscience de ce qu'on vit, en ayant un impact sur nos proches, sur notre équipe, mais aussi des fois, puis c'est ingrat, là. Tu sais, le chemin sur le succès, comme tu le dis, c'est pas succès ou échec. D'habitude, c'est beaucoup d'échecs avant un grand succès que finalement, ça finit par arriver. Hey, ça prend de la résilience. Faut y croire. Moi, je lève mon chapeau aux entrepreneurs, là. Puis, on le voit, on vit un monde qui vit beaucoup de stress en ce moment. Cette résilience-là des entrepreneurs, on en a besoin. Fait que d'y croire, de voir qu'on peut faire mieux, qu'on va faire mieux, mais aussi qu'en devenant une meilleure personne, notre équipe devient meilleure. Tu sais, à la fin, de faire grandir, de rendre le monde meilleur. Mais comme entrepreneur aujourd'hui, en tout cas, je vous souhaite, vous, de devenir des meilleures personnes, puis de créer, en tout cas, de cultiver des talents, et que les gens autour de vous grandissent avec vous, là. Hey, merci beaucoup, Martin. C'est vraiment, t'es très, 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 très généreux de tes partages. Puis avant de se quitter, il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont t'écouter, qui vont s'abreuver aussi de plusieurs de tes paroles, conseils. Comment on fait pour entrer en contact avec toi, là, si on veut aller plus loin, puis si on a, par exemple, le goût d'être un investisseur ou d'être un entrepreneur, puis de se lancer dans un projet, puis on a besoin de se référer à quelqu'un comme toi. Donc, on fait comment pour communiquer avec toi? Ben, c'est très simple. Moi, je suis très LinkedIn. Fait que, tu le sais, on est très présent. Oui. Fait que invitez-moi sur LinkedIn, la connexion. C'est plus facile à me rejoindre qu'autrement. On peut se fixer une rencontre. Je fais des rencontres exploratoires avec mes entrepreneurs. Fait que des fois, on regarde un peu le projet, la pertinence, mais de voir vos besoins. Il n'y a pas deux projets pareils. Fait que je fais de l'accompagnement. Oui. Donc, pour voir d'où vous partez, où vous voulez aller, puis trouver le meilleur chemin entre les deux. Comme on l'a dit, j'ai vu le film bien des fois, mais j'aime bien savoir avec vous. Puis pour ça, il faut se parler, il faut se rencontrer. Ouais. La première façon sur LinkedIn. Sinon, on fait régulièrement des événements ouverts à tous. Donc, Défi Montréal, si vous nous suivez, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez venir en personne, mais maintenant, on a des gens dans le monde entier qui nous suivent sur Zoom. Donc, vous pouvez venir assister à nos rencontres. Ce partage-là, moi, je dis les compétences d'entrepreneur, tout le monde devrait y avoir accès. Donc, on le fait. Donc, si vous êtes plus que bienvenus à venir nous voir à nos événements.
Martin Duchesne, c'est un immense plaisir. Je te remercie infiniment. Merci aussi à tous nos auditeurs, tous nos auditrices qui nous écoutent. Je vous encourage à partager ce podcast avec vos amis, vos communautés respectives, de transmettre vos messages, bien entendu, parce que c'est toujours intéressant d'avoir de la rétroaction sur les rencontres, sur les podcasts, sur les partages. Et pour ceux et celles qui n'êtes pas déjà abonnés à mon podcast, Ceci n'est pas du coaching, vous avez l'occasion de le faire. Donc, merci à vous tous. Merci, Martin. À très bientôt, tout le monde. À très bientôt, Martin. Un grand plaisir. Au revoir.